Ça marchait le countdown? Voilà, chers amis, bonjour, 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 bonjour tout le monde. Bienvenue, bienvenue. Comme je l'ai promis hier, aujourd'hui nous sommes encore en direct pour parler de de cette Covid, de la deuxième vague qui vient de commencer ici au Canada. Et nous voulons savoir où est-ce que vous êtes et comment vous percevez la nouvelle, comment vous vivez la nouvelle avec des nouvelles restrictions. Comment ça se passe chez vous? C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Deuxième vague Covid, confinement pour ou contre? Alors, nous attendons que vous puissiez nous faire part de vos opinions, de votre avis. Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle situation? Est-ce que vous souhaitez retourner en confinement? Est-ce que vous êtes contre? Est-ce que vous aimeriez qu'on laisse les gens quand même assez libres pour... libres dans leurs mouvements, dans leurs choix, dans tout ce qu'ils font. Et surtout, nous, ici, aujourd'hui, c'est le week-end d'Action des Grâces. Nous sommes habitués à se déplacer. Nous sommes habitués à aller dans d'autres villes, fêter avec des amis, avec la famille. Nous ne sommes pas habitués à fêter juste avec les enfants, avec la famille restreinte. Mais cette Thanksgiving de 2020 est vraiment, différent des autres années, très différent. Ça sera vraiment très intime, avec un cercle vraiment réduit. Et le ministre de l'Ontario recommande d'ailleurs que les gens puissent fêter ce week-end, cette fête d'Action de grâce chez eux à la maison, pas d'invités, juste avec les gens avec qui tu vis chez toi à la maison. Alors, beaucoup de gens sont frustrés, beaucoup de gens ne sont pas contents parce que c'est comme si nous sommes en train de vivre dans une prison et les gens ne veulent pas vivre ce genre de vie parce que, bon, quand même, nous sommes habitués avec une certaine routine, avec... une certaine façon de vivre ici au Canada et surtout le long week-end, les gens sont habitués à voyager. Certains vont aux États-Unis, d'autres vont dans d'autres villes, d'autres provinces. Nous sommes habitués à faire des longues distances pour fêter le week-end, pour passer le week-end d'Action des Grâces avec des personnes que nous aimons. Et cette fois-ci, c'est vraiment spécial, c'est très différent. Alors, si vous êtes en ligne, dites-nous ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous, là où vous êtes, comment ça se passe? Comment vous percevez ces nouvelles restrictions? Est-ce que nous allons encore retourner comme c'était au mois de mars, au mois d'avril, puisque petit à petit, nous sommes en train d'aller vers cette image qu'on avait. Tout se faisait à la maison, on ne sortait que pour faire des courses et il y avait du télétravail, l'école se passait à la maison. Donc, depuis quelques heures, on a fermé même les salles de sport ici en Ontario, à Toronto particulièrement, parce que le nombre de cas ne fait qu'augmenter. Alors, vous qui êtes sur Facebook, je vous salue, bonjour et bienvenue. Faites-nous savoir, vous nous suivez à partir d'où et quelle est l'atmosphère là où vous nous suivez.
Alors, vous qui êtes sur YouTube, faites-nous savoir aussi. Nous voulons savoir comment ça se passe dans la ville où vous habitez, quelle est l'ambiance ou quelle est l'atmosphère, comment les gens pensent de cette deuxième vague de la Covid. Donc, aujourd'hui, je suis avec Dimitri qui est de Toronto. Bonjour Dimitri. Allô, je ne reçois pas Dimitri. Je suis là. Je dis bonjour, Madame Dali. Oh, bonjour, bonjour. Voilà, je te reçois maintenant très bien. Voilà, Dimitri qui est de Toronto est en ligne. Et puis nous avons aussi Dr Aimé Kazadi qui est, que nous allons rejoindre à partir de Saint-Jérôme, Québec, qui est médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive, avec qui nous allons aussi discuter, un peu savoir ce qui se passe, qu'est-ce que nous devons faire. La population ne sait pas qu'est-ce qu'il doit faire parce que bon, on est un peu troublé là. Donc on va essayer de voir tout ça avec nos deux invités. Vous qui nous suivez, si vous voulez aussi participer, ce n'est pas du tout grave, ce n'est pas impossible. Vous n'avez qu'à nous faire signe et nous allons vous envoyer un lien pour que vous puissiez participer. Sinon, vous pouvez toujours écrire vos commentaires au bas de la page. Alors, on commence avec Dimitri. Comment tu vas? Moi, je vais très bien. Je vais très bien, mais je suis toujours, il faut le dire, hein, très fâché par rapport à ce qui se passe au niveau de la province, de l'Ontario aussi et celle du Québec. Je suis très fâché par rapport à la manière dont les gouvernants sont en train de s'amuser au pouvoir et de nous induire en tout cas dans beaucoup d'erreurs au niveau de la manière de gérer cette fête importante d'Action de grâce. Voilà, très fâché. Surtout ça parce que nous avons même suivi les news, il y a beaucoup de gens qui se plaignent parce qu'ils ne sont pas du tout habitués à fêter ce Thanksgiving juste avec les enfants et les gens se sentent un peu isolés, un peu tristes, un peu écartés, donc ça devient un peu compliqué. Nous avons en ligne Fleurby qui dit bonjour. Bonjour Fleurby à partir de Montréal. Bonjour, je veux savoir ton avis sur le reconfinement. Est-ce que tu es pour ou contre? Est-ce que tu as des inquiétudes par rapport à ce qui se passe en ce moment, la deuxième vague de la COVID ici au Canada? Quelle est ton opinion? Nous avons vu aussi Stevie qui était en ligne, qui nous avait écrit un commentaire. Oui, il a dit il est pour et contre. Voilà, nous voulons savoir, avoir un peu de plus amples informations concernant ton avis. Il dit encore week-end à la maison au calme à Hamilton. Ah, c'est ça, hein? Bonne fête d'Action de grâce. Au calme à la maison, en famille. On va s'habituer, j'espère. Bonjour, docteur. Bonjour, Dali. Bonne fête d'Action de grâce. Merci, pareillement. Et chez toi aussi, ça se passe au calme? Oui, ça se passe au calme. Ça se passe au calme. Vraiment, une ambiance bon enfant et à la maison. Et des souhaits par-ci, par-là, par les réseaux sociaux comme maintenant. Alors, est-ce qu'au début de cette année, est-ce que tu pensais vraiment passer ce week-end d'Action de grâce chez toi à la maison ou bien tu avais déjà un plan, aller quelque part dans une ville, sortir du pays? Qu'est-ce que tu avais planifié? Je n'avais pas planifié de sortir. J'allais passer ce week-end au pays ici, mais très probablement qu'on allait tous se retrouver quelque part, soit chez moi à la maison, soit dans la famille, amis. On partage toujours, c'est une occasion où vraiment, annuellement, c'est une occasion de se voir, de manger ensemble en famille. Habituellement, c'est rare que les week-ends des Actions de grâce se passent les gens isolés complètement. Habituellement, comme tu disais, on est toujours en compagnie où on va manger chez des amis et on passe des week-ends ensemble. Et Dimitri, tu avais quelque chose de prévu pour cette Action de grâce? Tout à fait. C'est une fête, comme on le dit, c'est une fête d'Action de grâce. Nous sommes supposés la passer en famille, nous sommes supposés voir des gens. Malheureusement, nous sommes immobilisés parce que pour nous qui sommes principalement dans la ville de Toronto,
une mesure encore plus grave a été décrétée pour dire qu'on ne peut pas quitter nos maisons pour des raisons non essentielles. C'est-à-dire, si, à moins que vous soyez en train d'aller au travail, à l'école, ou encore en train d'aller acheter, faire des achats, on ne recommande pas que les gens soient en train de se balader dans la rue. Alors donc, on est obligé de rester dans notre petite bulle à la maison et de fêter chez nous sans pour autant avoir la capacité d'aller dire bonjour à ceux qui auront quand même voulu nous voir lors de cette fête d'Action de grâce. Donc, c'est assez embêtant. Très embêtant. Hein? Et les enfants, comment est-ce qu'ils sont en train de voir tout ça? Qu'est-ce qu'ils disent? Je dirais les enfants sont un peu déçus, hein, parce que c'est la première fois en plus de 15 ans que nous passions cette fête d'Action de grâce à la maison, dans une petite prison à la maison, sans avoir la capacité de pouvoir sortir pour dire bonjour, même aux voisins, parce qu'on demande de rester à la maison. Et j'ai entendu que la police est même derrière la population, surtout à Toronto, et il y a même l'amende. Si on vous attrape, vous avez une amende de 750 $ par personne. Tout à fait. Et dans le quartier où j'habite, une famille a déjà été pénalisée par cette amende. C'est-à-dire qu'il y avait une réunion de famille, la police est arrivée, et plus de 10 personnes, et la police a décidé alors de donner des tickets à toutes les personnes qui étaient présentes, donc y compris les jeunes entre 18 et 20 ans. Chacun a reçu son ticket de 750 $. Waouh! C'est sérieux, hein? Très sérieux. Docteur Aimé, comment ça se passe à Saint-Jérôme? La police aussi est derrière les gens, il y a aussi des pénalités? À Saint-Jérôme, je dirais que oui, Saint-Jérôme, tu sais que c'est la périphérie de Montréal aussi. C'est à 35 minutes de Montréal. Montréal, c'est zone rouge, hein? Oui, c'est une zone rouge aussi. Tout ce qui est périphérie de Montréal et tout ce qui est Saint-Jérôme, c'est aussi zone rouge. Lorsqu'on dit zone rouge, ça veut dire qu'on a augmenté encore, c'est presque le dernier niveau d'alerte. On a catégorisé les alertes, c'est presque le dernier niveau d'alerte où on va quand même restreindre jusqu'à une certaine limite les activités des gens par rapport au niveau normal. Au niveau normal, oui, on ne fait rien. Et effectivement, lorsque nous sommes dans le domaine de la sécurité civile, il y a plusieurs personnes autour de la table. Non seulement les gouvernants politiques, mais il y a tous leurs partenaires qui leur permettent de prendre des décisions. Par exemple, là, c'est un problème de santé, donc il y a le ministère de la Santé publique qui est là, il y aura la police et il y aura tous les autres. Par exemple, actuellement, les élèves sont en classe, donc les commissions scolaires, tout le monde sera tout autour pour que le message dans un tel contexte passe toujours par un seul point de commandement pour que ça arrive à tout le monde, sinon ça va être du désordre. Donc, pour répondre à tes questions, oui, la police est dans le jeu pour les récalcitrants. Pourquoi tu penses que la police est derrière les gens? Est-ce que c'est parce que la population ne veut pas respecter les restrictions ou bien ils sont juste là pour encourager la population à respecter? Non, allons droit dans le but. C'est même pas la police. En fait, c'est les gouvernants qui ne font pas bien leur travail parce qu'ils sont mal conseillés par les docteurs de la santé publique qui leur donnent des mauvaises informations. C'est ça le problème. C'est ça le véritable enjeu. Je ne mâcherai pas les mots par rapport à ça. C'est ça le véritable enjeu. Les gouvernants, tant François Legault que Doug Ford, ils sont très mal conseillés. Les conseils qu'on leur donne arrivent en retard. Et les mesures qu'ils prennent sont prises en retard, ce qui fait que les gens sont pénalisés. Et quand ils sont pénalisés, alors pour se rattraper, pour faire semblant de travailler, qu'est-ce qu'on fait? On envoie la police derrière les gens pour essayer d'encadrer les brebis noires qui voudraient s'opposer à ce désordre qu'on voit, qu'on constate, qui est en fait simplement le fruit d'un mauvais conseil qu'ils reçoivent de la part des docteurs qui les entourent. Un mauvais conseil. Ça fait 2 semaines au niveau de l'Ontario que les médecins
les infirmiers demandent au Premier ministre de prendre des mesures qui s'imposent par rapport à ceux qui voient déjà comme une resurgence de la maladie. Le Premier ministre qui dit, lui, d'attendre les conseils qu'il reçoit de la part de son cercle restreint, parce qu'eux, ils doivent donner d'autres données beaucoup plus probantes. Entre-temps, les chiffres ont augmenté. Et quand les chiffres augmentent, c'est là maintenant qu'il revient pour dire, ah, on va maintenant prendre des mesures qui s'imposent. Entre-temps, la police sera derrière vous. En cas d'infraction, vous serez pénalisé, vous recevrez une amende. Mais ça, c'est se moquer des gens. On se moque des gens. Et je suis très content qu'il y ait... Donc, selon toi, il fallait que ces mesures qu'on a prises ces derniers jours devraient être prises avant, même 2 semaines avant ou 3 semaines avant. Tout à fait, tout à fait. Je n'ai rien contre le docteur Kazadi, mais parlons honnêtement. Il y a des docteurs qui voient les patients tous les jours. Et ces docteurs et infirmiers qui voient les patients tous les jours, ça fait 2 semaines qu'ils sont en train de tirer la sonnette d'alarme pour dire, Monsieur le Premier ministre, les cas sont en train d'augmenter, prenez les mesures qui s'imposent, arrêtez de faire la politique. Permettez qu'on puisse arrêter toutes les pratiques qu'on a vues au niveau des restaurants, dans les cercles fermés, permettez qu'on puisse arrêter tous les centres de gym, comme on dit en anglais, permettez qu'on puisse permettre aussi de réduire le nombre de personnes qui peuvent se réduire dans le coin fermé. Le Premier ministre qui dira, lui, il attend de recevoir, comme il dit en anglais, hard evidence, c'est-à-dire les données probantes avant de prendre des décisions. Entre-temps, les chiffres ont augmenté. Et c'est seulement jeudi qu'il dit, ah, les chiffres ont augmenté, ça a été confirmé, maintenant on va passer à la phase supérieure. Alors moi, j'ai dit non, je tape le poing sur la table pour dire non. Tous les docteurs qui entourent les premiers ministres, on doit leur parler. Heureusement que le docteur Kazadi, on doit leur parler pour dire que non, assez c'est assez. Assez c'est assez. Donc ils sont en train de réagir en retard. En retard. En retard. En retard. Je suis très fâché par rapport à Dr Kazadi. Et si je te comprends bien, l'augmentation même des nouveaux cas de contamination, c'est parce que c'est à cause d'eux. Tout à fait. Docteur Aimé. Je dirais que c'est une accusation presque gratuite. J'essaierai, c'est une accusation presque gratuite. J'essaierai de vous donner les faits. Je comprends parfaitement Monsieur Dimitri, je le comprends parfaitement. Et je comprends qu'il peut être exaspéré, il peut être fâché. C'est un sentiment normal lorsque on prive quelqu'un dans ses libertés qu'il a toujours eues. Je comprends. Mais de l'autre côté, c'est que lui, il doit comprendre, et les gens qui nous suivent doivent comprendre, c'est que je vais vous donner 2 situations. Et vous allez comprendre que ce n'est pas toujours, comme il le dit, noir ou blanc ou noir ou blanc. Donne-moi une seconde. Joël, est-ce que tu peux diminuer un peu la musique, s'il te plaît? C'est très fort dans mes retours. Oui, docteur Aimé? Donc je disais, je disais que je vais donner 2 situations. La première situation, c'est, tout le monde se rappelle au début de l'année. C'est exactement le 31 décembre qu'en Chine, on a dit qu'il y a alerte et qu'on a fermé le marché dans lequel on pensait que d'où l'épidémie venait. D'accord? Si, à ces temps-là, la semaine de janvier, première semaine de janvier, les gouvernants avaient dit on ne veut pas que la maladie arrive chez nous, on ferme les frontières, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui accepterait. Parce qu'on allait dire il n'y a même pas de cas ici. Comment vous voulez fermer les frontières, même s'ils disaient c'est pour qu'on se protège, qu'il y ait 0 cas qui entre. Personne n'allait accepter. Pourquoi personne n'allait accepter? Juste parce que les arguments seront pareils. Il n'y a aucun cas, donc vous ne pouvez pas restreindre nos libertés alors qu'il n'y a aucun danger. Ça veut dire il faut avoir comme il a dit, les evidence-based. Même lorsqu'il y a des evidence-based, les premiers cas, les gens allaient demander, il y a combien de cas? En Italie, il y a 10 000 et vous voulez fermer les frontières parce qu'on a trouvé 100 cas au Canada? Personne n'allait accepter.
Donc, ça veut dire que même si une chose est efficace, une action est efficace, il faut toujours prendre en compte deux autres faits. La faisabilité, nous avions la faisabilité de fermer les frontières, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est l'acceptabilité. Donc, si on fermait tout en janvier, il y aurait eu du désordre dans le pays. Personne n'aurait accepté. Mais il fallait qu'on se rende compte, oui, on est maintenant à un niveau où tout le risque, si on ne fait rien à ces niveaux, si on ne ferme pas tout, il y aura catastrophe. À ce moment-là, on ferme. Mais certaines personnes vont vous dire, et l'avaient dit qu'au mois de mars, les gouvernants ont aussi pris des décisions en retard. Mais personne n'allait accepter, comme j'ai dit, que les mêmes types de décisions se prennent en janvier. Alors, on se retrouve maintenant à cette période. La difficulté avec ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'on a fermé au mois de mars tout, personne ne savait quand on va réouvrir. Donc, la population est restée dans un état comme de stress, comme d'attente. Les gens ont perdu du travail, les gens sont devenus stressés, il y avait une incertitude. Personne n'accepte de vivre dans l'incertitude. Et lorsqu'on vit dans l'incertitude, on est stressé, on altère aussi sa propre santé. Mais lorsqu'on a réouvert, malheureusement, les gens se sont comportés comme si la maladie a disparu. Les gens sont revenus à leurs habitudes d'avant même le confinement. Et pourtant, le répit qu'on avait eu venait juste du fait qu'on a minimisé tous les contacts possibles pour la transmission et le répit est arrivé. Donc, le nombre de cas a chuté. Mais lorsque nous reprenons nos comportements comme avant, c'est pourquoi on voit le nombre de cas augmenter. Oui, M. Dimitri est en train de le dire. Là, il le dit maintenant a posteriori. Si on lui dit que nous sommes début octobre, si on lui dit qu'avant la rentrée des classes, on avait dit à tout le monde de rester à la maison et de tout fermer comme maintenant, parce qu'on a vu qu'à Toronto, il y avait 10 cas de plus chaque jour, il n'allait pas non plus accepter. Il est dit maintenant a posteriori. Parce qu'il allait dire, mais il y a seulement 10 cas là, vous voulez fermer encore? Il a dit qu'il allait accepter. Oui, il le dit. Je comprends il est fâché. Il va le dire maintenant qu'il allait accepter parce qu'il parle a posteriori. OK? Parce que maintenant, il parle juste pour l'action de grâce. Parce que depuis le début, là, je l'entends ne parler que de l'action de grâce. Mais si la population continue à prendre autant de risques comme ils les prennent maintenant, lorsqu'on recommande fortement aux gens de ne pas se rencontrer, respecter ne fût-ce que ça, lorsque vous ne respectez pas et qu'il y a augmentation des cas, nous risquons de passer la fin d'année, les fêtes. Imaginez juste les fêtes, on vous dit encore rester à la maison. Mais apparemment, les gens ont pris l'habitude de respecter. On se lave les mains, on porte les masques à tout moment, même on va à l'église avec des masques, on va faire des courses avec des masques. À l'église, non. À l'église, c'est faux. À l'église, c'est faux. Madame Dali, c'est faux. Parce que les images sont là sur YouTube, sur Facebook. On voit les pasteurs et les membres de leurs églises devant les congrégations, sans masque, en train de parler, en train de danser, en train de chanter. Ils ne portent pas les masques, c'est faux. Donc, par rapport les images à ce sont qu'il là. a dit, là, ce n'est qu'une partie de la communauté. Dans les familles aussi, ça se passe comme ça. Ces voisins-là qui ont eu des tickets, là, ils se sont comportés aussi pareil. Ils se sont comportés pareil. Ça veut dire qu'ils n'ont pas du tout respecté ce qui a été dit. Mais ça, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Lorsqu'on prend une personne ou une famille qui n'a pas respecté, en réalité, entre nous, il y a combien de familles qui n'ont pas respecté? Des centaines. Mais lorsqu'il y a des centaines, ça veut dire qu'on a multiplié les contacts. Et lorsqu'on a multiplié les contacts, ne nous attendons pas qu'à ce que les chiffres baissent. Et puis, bon, on vient de passer l'été, les gens avaient envie de sortir, de prendre de l'air, du soleil. Et bon, certaines personnes ont oublié, on ne sait pas pourquoi. C'est comme si la maladie avait disparu, on ne sait pas, Dimitri. J'avance. Donc, oui. Non, mais moi, je vais laisser M. Dimitri parler.
Dimitri, de ton côté, est-ce que les gens ont continué à porter les masques à Toronto? Non, pas du tout. On l'a remarqué à plusieurs reprises. D'ailleurs, nous, on ne fait plus les pauses. Maintenant, vous voyez que c'est normal qu'il y ait beaucoup de cas, qu'il y ait augmentation. Oui, ça c'est eux. Moi, depuis le mois de septembre, par exemple, j'ai dit à mes enfants, personne ne va à l'école, vous restez à la maison pour cette année scolaire. Pour la simple raison que j'ai dit, jusqu'à ce qu'il y ait un vaccin ou des mesures qui me rassurent, moi, en tant que personne qui utilise son cerveau pour comprendre qu'on est en train de bien gérer cette maladie, vous restez à la maison. Parce que je me vois très mal en train d'envoyer mes enfants dans les écoles qui sont fréquentées par des enfants qui viennent des quartiers populeux, qui viennent des immeubles où, souvent, pour pouvoir prendre l'ascenseur, descendre du 9e jusqu'au rez-de-chaussée, il faut attendre 10 minutes. Et quand l'ascenseur finalement arrive, il est bondé. Donc, les gens entrent, donc ils sont déjà en plein, ils sont serrés l'un contre l'autre. Voilà, même s'il y a un masque, on se partage comme ça le virus. Alors, ces gens qui viennent de ce quartier-là, qui vont à l'école, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont partager ce qu'ils ont reçu allègrement avec leurs amis à l'école. C'est pour ça que tu as décidé que les enfants restent à la maison à cause de ça. Oui, mais alors, permettez-moi d'être franc. Parce que s'il nous reste 30 minutes, j'aimerais le droit au but avec le Dr Kazadi. Est-ce que je peux être sincère avec le Dr Kazadi? Oui, vas-y. Oui. Alors, permettez-moi d'être franc. Qu'est-ce qui se passe? On a parlé avec l'entourage du maire de Toronto. Son entourage qui dit que eux, d'après les chiffres qu'ils voient, ils voient que la ville de Toronto, on doit absolument rentrer dans le confinement le plus tôt possible. Comme c'était au mois de mars-avril. Voilà. Mais ils n'ont pas ce pouvoir-là de pouvoir imposer ce confinement dans la ville de Toronto. Ils doivent attendre le Premier ministre de l'Ontario. Le Premier ministre de l'Ontario, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, lui aussi, il attend que le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, puisse prendre des mesures par rapport à cela. Alors, tout le monde maintenant, depuis qu'ils ont vu ce qui s'est passé aux États-Unis avec Donald Trump, ils se disent, comme c'est une question de politique, et personne ne veut perdre sa base électorale à cause de cette maladie, alors ils sont en train de gérer ça en politicien. Alors, malheureusement, je suis honnête et j'irai droit au but sans pour autant me cacher, c'est rien de personnel contre le Dr Kazadi, mais j'ai l'impression qu'ils sont en train d'instrumentaliser ces brillants docteurs qui sont autour d'eux à des fins politiques. Les chiffres sont là, mais ils disent non, on va gérer ça parce qu'on doit tout faire pour ne pas perdre aux élections. Parce que Grant Force se dit, si lui ferme tout maintenant, sa base de droit sera fâchée. Il va dire, lui, il n'a pas défendu la base. Le maire de Toronto, même chose. Donc tout le monde veut se protéger. Entre-temps, ils veulent se protéger et c'est nous qui nous sommes pénalisés. C'est la population maintenant qui paye le prix. Hein? Tout à fait. Et tout ça se passe parce qu'ils sont en train d'instrumentaliser les cerveaux de tous ces docteurs qu'il y a autour d'eux. Mais bon, je ne pense pas que Dr Aimé a accès à Justin Trudeau. Je ne pense pas. Non, parce que tout le monde l'attend et puis toi, tu accuses les médecins. Ben, on ne sait pas maintenant comment ça va se passer. Je respecte énormément le point de vue de M. Dimitri. Au moins ici, dans son point de vue actuel, j'essaie de comprendre vraiment une petite ouverture que les médecins font bien leur job. OK? Alors, ça, j'ai compris qu'il dit non, ils font leur job, mais c'est plutôt les politiques. Mais ce que je veux dire, c'est que gouverner ou gérer, c'est prévoir. Et moi, je ne suis pas politicien. Il a bien dit, je suis scientifique. Mais gouverner, c'est aussi prévoir et c'est aussi voir, il y a beaucoup d'enjeux dans la gestion publique. Donc, même lorsque la santé publique, nous qui sommes scientifiques, nous amenons notre point de vue, nous amenons ce qui est recommandé, nous amenons ce qui doit être fait, la dernière parole revient à celui qui gouverne. Parce que on nomme une personne pour qu'il gouverne et cette personne est le chef du gouvernement et de toutes les institutions. Si la personne prend une très bonne décision, même contre les mesures de santé publique, dans le futur, la population va acclamer pareil. Mais si la personne prend une décision qui va, je donne un exemple, qui va comme la santé publique recommande, mais si la population n'est pas contente, la population n'applaudira pas normalement. Donc, il y a
il y a cet aspect-là que moi, je ne suis pas politicien, je ne connais pas, mais je me dis, les toubibs, les médecins font leur part, ils font leur job, mais les gestionnaires, ils ont été nommés par ça. Ce n'était pas pour que tout soit rose, rose ou sucré, sucré pendant tout le temps. Dans la gestion, je sais qu'il y a des fois des décisions très difficiles à prendre. Je ne me mettrai pas vraiment, je ne souhaiterais pas être à leur place. Voilà, il y a Fleurby qui dit c'est pareil comme ici, on ne sort pas, tout le monde reste chez soi, les cas continuent d'augmenter et certaines écoles sont fermées. Et la police peut entrer chez toi et donner un ticket. Ouais. Oh. Même à Montréal, je crois que c'est la même chose à Toronto. Donc, sortir pour les besoins essentiels. Et elle ajoute, pouvez-vous couper la musique s'il vous plaît? Ah, ok. D'accord, elle est forte. Ok, merci. Ok. Il y a Véry qui dit, à Bruxelles, le nombre continue d'augmenter. Les enfants vont à l'école. On ferme les bars. Pourtant, rien ne prouve que la deuxième vague est liée à l'ouverture des bars. On ne comprend pas. Est-ce qu'il y a moyen de couper la musique, s'il te plaît? Donc, moi, j'ai même vu sur les news, il y a les propriétaires des bars à Paris sont allés protester dans un métro tout en se servant la bière et en jouant de la musique. Donc, c'était leur façon de protester. Pourquoi ils ont fermé des bars alors qu'ils ont respecté des mesures barrières? Et ce n'est pas évident que ces cas, des nouvelles personnes qui ont été contaminées venaient de leur bar. Ils ont été contaminés dans leur bar. Donc, vous voyez un peu la frustration qu'il y a. Les entrepreneurs des petites et moyennes entreprises sont frustrés et d'autres font faillite à cause de ça. Madame, oui. Parce qu'il y a une politique qui se joue derrière tout ça. C'est quoi la politique? C'est un jeu très, très vicieux. On ferme les établissements d'où on reçoit des rapports qui disent que, bon voilà, moi, monsieur Dimitri, j'ai été à tel restaurant, après avoir été à tel restaurant, j'ai vu des symptômes se manifester. Quand j'appelle, 2-3 personnes font la même chose, ce restaurant-là est ciblé, on dit, bon voilà, ce restaurant devient la cible, enfin, un endroit d'où se propage la maladie. Ça, c'est comme ça que ça se passe par rapport aux établissements comme les restaurants, comme les bars et consorts, comme même les centres sportifs. Cependant, les endroits comme les places où les gens se rencontrent pour prier, même lorsque quelqu'un, il sait en son âme et conscience que j'ai été à l'église, et c'est après avoir été à l'église que j'ai commencé à voir les symptômes, il ne va pas dire « Oh, c'est parce que j'étais à l'église ». Il va dire « C'est parce que j'ai été faire les achats dans un centre commercial et c'est là que j'ai contracté ça ». Les églises sont protégées par rapport à ça, parce que les gens ne vont pas vers ces centres-là de tests pour dire « Voilà, c'est parce que j'étais à l'église ». Et c'est justement ça que les gens sont en train de critiquer pour dire c'est une politique de 2 poids 2 mesures. Nous, on est pénalisés parce que les gens viennent se plaindre par rapport à nous. Mais les églises où les gens vont prier, crier, danser, la bouche ouverte, à côté de l'un de l'autre. Mais c'est encore pire. C'est encore pire. C'est encore pire. On juge les gens parce que... Donc, d'après toi, si on ferme les bars, on doit aussi fermer les églises. Parce que ce sont les endroits où les gens se rassemblent. Je suis chrétien, je crains mon Seigneur, j'aime beaucoup mon Seigneur, mais il faut faire la part des choses. Quand on voit dans YouTube que les pasteurs, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu sont en train de prêcher l'évangile devant tout le monde, sans masque, et à côté d'eux, il y a les gens qui sont aussi sans masque. On est en train de crier, sans masque, moins d'un mètre l'un de l'autre. Qu'est-ce qui peut se passer? Et ces gens-là ne sortent pas de la même maison, ils sortent des bulles différentes. Mais d'habitude, les gens qui prêchent, les pasteurs ou les prêtres, ils sont comme 2-3 mètres de la congrégation. Madame, si vous faites l'effort de regarder tous ces enregistrements qu'il y a sur YouTube, de tous ces endroits où les gens vont pour se rencontrer le dimanche en direct, et vous voyez comment les gens se comportent du haut de la chair, comme on dit en anglais, the evidence is right there. La preuve est là. Les gens partagent le virus à gauche, à droite, en train de crier. Ça se partage. Donc là, je vois Dr Aimé sourire. Ça veut dire que c'est la faute de la population et non du Dr Aimé.
Non, 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 Effectivement. faisons la part des choses. Yeah. Les politiques savent qu'il y a des mesures draconiennes qui doivent être prises. Ça, il ne faut même pas mâcher les mots. Ça, ils le savent en tout cas dans leur cœur. Ils savent qu'il y a des mesures draconiennes qu'ils doivent prendre. Mais ils ne le font pas pourquoi? Parce qu'ils ont vu l'exemple de Donald Trump. Ils savent que si on prend une mesure draconienne, on perdra la base électorale. Tout va se bousculer contre nous. Alors, ils ne font pas parce qu'ils ont peur d'être le prochain Donald Trump. Et c'est tout. Il n'y a que ça. Mais entre-temps, ils savent que les chiffres sont là, les données probantes sont là, les gens sont en train de mourir. On a besoin de prendre des mesures draconiennes qui s'imposent pour éviter que ça puisse aller encore plus loin. Donc, d'après ce que tu dis, tu es pour le reconfinement. Tout à fait. Et c'est pourquoi je me fâche par rapport à Dr Kazadi et par rapport à ses collègues, parce qu'ils sont en train d'hypothéquer leur cerveau, ils sont en train de mettre leur cerveau comme ça au service des gens qui ne voient que leur propre fin personnelle parce qu'ils ne veulent que se maintenir au pouvoir, alors qu'on devrait justement essayer de faire la part des choses, être au-dessus de tout ça, dire bon voilà, non, assez c'est assez, monsieur Donald Trump, assez c'est assez. Il faut prendre les mesures qui s'imposent. Il a été contaminé. Et puis, il vient, il est en train de jouer. Et aucun docteur, aucun médecin ne prend le micro pour dire mais enfin, c'est assez, monsieur le président. Ce que vous faites, c'est de l'enfantillage. Donald Trump est aux États-Unis. Hein. Nous, on est ici, au Canada. Hein. Non, mais c'est la même chose. C'est même ici, parce qu'on doit dire à tous ces politiciens prenons les mesures qui s'imposent. Arrêtons comme ça de jouer avec la vie des gens. C'est que moi, je voulais ajouter, lorsque j'entends M. Dimitri parler, c'est vraiment, je sors de la logique, de sa logique par rapport aux dirigeants qui préparent juste, qui ont peur de perdre leur arrière-base. Mais ce que je veux aussi dire, c'est que j'avais dit antérieurement que lorsqu'on dirige, lorsqu'on est gestionnaire, il y a des risques à prendre, mais la gestion et les décisions finales reviennent aux gestionnaires. Ce que je veux dire, la gestion, ça va aussi avec l'économie. La seule raison, je ne pense pas que la seule raison que le gestionnaire va limiter ses décisions n'ira, je vais parler différemment, la seule raison que le gestionnaire ne prendra pas les mesures draconiennes très tôt, parce que les mesures draconiennes doivent être une exception et non une règle, c'est aussi de mars à presque août, juin, oui, si vous regardez, c'est que les gouvernants, les privés ont perdu comme argent. Personne n'est prêt à revivre cela. C'est pourquoi, en fait, dans leur gestion, je me mets à leur place. Là, je parle vraiment comme aussi un citoyen. Je me mets à leur place comme gestionnaire qui a sorti des milliards d'argent en espérant qu'après juin, les choses vont revenir. Les choses ne reviennent pas. Les gens commencent à se comporter comme avant la pandémie. Il y a la transmission qui augmente. La question devient difficile pour dire est-ce que je remets tout le monde comme avant, les plus tôt, et je continue à perdre de l'argent. Et perdre de l'argent, ça veut dire perdre du travail. Et perdre du travail, ça veut dire avoir une population en mauvaise santé mentale. Oui, ils n'auront pas la maladie qui est la santé physique, ils n'auront pas une infection qui est la santé physique, mais du point de vue santé mentale, les indicateurs seront au rouge peut-être. Vous avez entendu, ça j'extrapole encore en sortant, en allant un peu plus loin, dans d'autres forums, le nombre de divorces durant les confinements, le nombre de maltraitances d'adultes, d'enfants ou maltraitance familiale durant les confinements. Ça, c'est la santé mentale, mais ça, les gens ne voient pas. Cela est vu par les gens qui voient des chiffres et qui rapportent aux décideurs, et les décideurs prennent des décisions par rapport à tout ça. Ce n'est pas seulement l'infection seule. Je donne un exemple. Lorsqu'on regarde aussi les chiffres, le nombre de morts qu'il y a eu avant
et le nombre de morts qu'il y a maintenant, si on prend la mortalité comme un indicateur final, on va se dire que maintenant, il y a moins de morts. Est-ce que s'il y a moins de morts, est-ce qu'on va prendre les mêmes décisions qu'on avait prises lorsqu'il y avait 500 morts par jour, avec, par exemple, 10 000 cas, 500 morts par jour, et maintenant, on est comme à 10 000 cas et 50 morts par jour. Donc, c'est avec tout ça que la santé publique va prendre les décisions et les politiciens vont venir jongler par rapport à d'autres secteurs, par rapport à l'information qu'ils ont. C'est vrai que la population, des fois, va se dire « Ah, mais ça tardait. » Mais est-ce que la décision aurait été acceptable si elle avait été prise 4 semaines avant? Point d'interrogation. Oui, parce que lorsqu'on a commencé les phases, même la première phase, la deuxième phase de déconfinement, les gens étaient quand même comme ouf. Oh, oui. Ils avaient quand même, les gens étaient quand même soulagés de pouvoir faire quelque chose à l'extérieur, de pouvoir ouvrir au moins sa petite entreprise, commencer quand même des activités, aller quand même faire un tour au mall. Hein, et nous-mêmes, moi par exemple, me faire une petite vacance, je suis allé voir les Falls de Niagara par exemple. C'était durant cette petite fenêtre-là où on s'est dit, au moins on peut avoir un peu de répit. Mais malheureusement, rapidement, les chiffres ont commencé à reprendre, à monter parce que ce n'est pas nous tous qui faisons un effort au même moment, qui fournissons un effort au même moment pour minimiser la transmission. OK. Pessi Belao qui dit... je commence d'abord par Jack Bilo qui dit bonsoir. Bonsoir, Jack. Florby qui dit les bus à Montréal sont bondés comme pas possible. Voilà, ça c'est un problème sérieux. C'est pour le docteur Kazadi. Ça c'est pour le docteur Kazadi. Oui, je veux y revenir. Ça c'est pour lui, ça c'est très grave. Les bus sont bondés et eux de la santé publique, ils doivent tout faire pour arrêter ça. Ça c'est inacceptable. Pessi Belao qui dit à Londres, les cas aussi continuent d'augmenter, mais en tout cas, tous les dimanches, je vais à l'église. Il faut continuer à respecter les gestes barrières. Et là, je trouve que beaucoup de gens ne font pas. Alors, Florby ajoute, la population est divisée à l'heure actuelle, les anti-masques et les pro-masques. Ça aussi, c'est un problème parce que les gens sont mal à l'aise avec ces masques. C'est comme si on ne va jamais s'habituer à ça. Hein. C'est juste pour les médecins. Et même les complotistes des masques. Non, mais ces gens-là, ils doivent regarder les chiffres. Hein. Jusque-là, par exemple, aux États-Unis, il y a 214 000 morts qu'on a constatées à cause de cette maladie. Au Canada, on a eu jusqu'à 9 612 morts. Et quand on fait une analyse pour comparer, par exemple, ça c'est pour cette maladie qu'on appelle COVID-19. On compare ça à Ebola. Ebola, dans le monde entier, il y a eu à peine moins de 15 000 morts. Moins de 15 000 morts à cause de l'Ebola. Quand on regarde SARS en 2000, quand on regarde SARS en 2003, c'était à peine moins de 10 000 morts. Alors, quand vous regardez ces chiffres-là dans le monde entier, vous voyez que les chiffres maintenant qu'on a en face de nous par rapport à cette maladie, c'est du sérieux, hein, ce n'est pas de la blague. Alors, ceux qui disent que non, on ne parle pas les masques, ils doivent en tout cas se faire arrêter. Les anti-masques doivent être arrêtés. Absolument, parce qu'ils sont en train de jouer avec la vie des gens. Docteur Aimé, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est que Dimitri avance c'est qu'il a avancé comme prémisse en donnant les chiffres. Ces chiffres-là parlent à tout le monde en se disant que oui, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose de quand même assez sérieux qui est en train de passer. Je pense que les personnes qui sont les plus récalcitrantes, c'est les personnes qui n'ont peut-être pas contacté la maladie, mais toutes les personnes qui ont eu un cas de décès dans la famille parce que la personne a eu la COVID, et toutes les personnes qui ont été malades eux-mêmes, qui ont eu à un certain moment à avoir peur de leur vie parce qu'ils ont passé 10 jours à l'hôpital ou à la maison à respirer difficilement, ces personnes-là se comportent comme des vrais citoyens. Mais ceux qui n'ont pas
ceux qui ont vu juste de loin, entendu, ils croient que c'est quelque chose d'inventé. Je vous donnerai, je partagerai d'ailleurs avec vous maintenant une théorie. Ça s'appelle la théorie de la perception du risque. OK. La théorie de la perception du risque dit ceci. Il y a certains éléments qu'on connaît qui font que les personnes considèrent quelque chose comme à risque élevé et ils vont se comporter en conséquence. Mais il y a autre chose qui font que les personnes considèrent un événement comme à risque faible. Ils vont se comporter aussi en conséquence. Tout à fait. Maintenant, je parle de la COVID. Je vais citer juste quelques éléments parce que c'est une grosse liste, une longue liste. Quelque chose qui est créé par l'homme, les gens considèrent que c'est à risque élevé. Le nucléaire, les bombes, les OGM, tout ça, les gens vont considérer que c'est à risque élevé. Les colorants, vous entendez comment les gens se comportent. Donc, c'est ainsi qu'au début, comme il y a eu beaucoup la circulation de l'information, soi-disant que la COVID était créée dans les laboratoires, donc les gens avaient un niveau de risque qui était élevé parce que dans leur entendement, c'était créé par l'humain. Comme créé par l'humain est opposé à ce qui est naturel. Un volcan, les gens ne vont pas penser que la cendre qui sort d'un volcan est nocive parce que c'est naturel. Par contre, si l'immeuble brûle, la fumée, comme c'est humain et tout, les gens vont prendre ça comme à risque élevé. Ça, c'est un. Deuxièmement, quelque chose qui touche les enfants et les femmes, les gens vont considérer toujours que c'est à risque élevé, plus élevé que quelque chose qui touche juste les adultes hommes. Quelque chose qui procure de l'argent. Les gens vont considérer ça à risque faible. C'est pourquoi vous voyez les gens aller travailler dans une usine qui produit des produits chimiques, mais comme ils sont payés pour vivre, les gens ne vont pas dire que je ne vais pas au travail parce qu'il y a des produits chimiques là-bas, ils iront, ils seront payés. Mais par contre, quelque chose qui ne procure pas de l'argent, les gens vont trouver que c'est à risque élevé. Donc, je reviens maintenant sur la COVID. Sur la COVID, donc, au début, les gens pensaient que c'est à risque élevé parce que la théorie a circulé que c'est fabriqué dans les laboratoires. Quelque chose qui est nouveau, ça veut dire inconnu. Les gens aussi considèrent que c'est à risque élevé. La COVID était inconnue, on ne savait pas, et les gens voyaient qu'il y avait la mortalité. Donc, les gens ont respecté ce qui a été dit parce qu'ils avaient peur. Donc, la perception du risque était élevée et ils se sont comportés en conséquence. Donc, tu penses que maintenant, là, les gens, c'est comme s'ils se sont habitués à la COVID et ils ne prennent plus des mesures comme ils avaient prises avant. Mais c'est ça la théorie de la perception du risque. Donc, après 8 mois, les gens se disent, mais on nous avait dit qu'il y a des morts. Moi, j'ai vécu ici. D'ailleurs, moi, j'ai fait la maladie, je ne suis pas mort. Ça ne m'a donné qu'une petite toux. Et puis, cette personne-là, pour elle, la perception du risque qu'il avait avant de faire la maladie et ce qu'il a maintenant, il se dit, pour la personne dans sa tête, même inconsciemment, c'est que la COVID ne tue pas parce qu'il l'a eu. Donc, il ne prendra plus les mesures extrêmes comme il l'avait pris avant sa maladie. Deuxièmement, c'était une maladie inconnue. Mais dans ces 6 derniers mois, les données probantes sont tellement rentrées, les gens sont allés lire, les gens connaissent maintenant à peu près la maladie, ils connaissent comment on passe un examen de COVID et tout. La perception du risque baisse aussi. Ils se disent non, d'autres ont dit même, c'est comme la grippe. Donc, ce n'est pas grave. Donc, ce n'est pas grave. La perception du risque a aussi baissé. En 6 mois, ce n'est plus une maladie inconnue, ça devient une maladie connue. Ça devient une maladie connue dont la mortalité a diminué
et les gens se sont rendus compte, ce n'était pas créé au laboratoire parce que les données sont arrivées. Donc la perception du risque est partie du très élevé au moins élevé. Et arrivé au moins élevé, les gens se comportent en conséquence. Donc, c'est pourquoi l'information qu'on donne, la santé publique, l'information qu'elle va donner, sera toujours ajustée par rapport à ce que les gens pensent, quelle est la perception de la population du risque. Non, mais, donc, d'après ce que tu viens de dire, docteur Aimé, les gens perçoivent maintenant la COVID comme une maladie connue, on s'est habitué. Et s'il faut retourner les gens dans le confinement, et ce n'est que normal que les gens puissent se soulever. C'est pas acceptable. Oui, ce n'est que normal qu'ils n'acceptent pas parce que... Mais justement, c'est aussi la raison pour laquelle il faut que tous ces médecins autour des gouvernants prennent leurs responsabilités. C'est à cause des bandits, et je le dis sans mâcher mes mots, c'est à cause des bandits comme ces gens-là qu'on a au niveau de la Maison-Blanche aux États-Unis, qui contractent une maladie aussi grave que comme la COVID-19 et qui revient devant les micros et les caméras et devant les enfants pour dire que n'ayez pas peur, cette maladie ne tue pas du tout. Mais il faut être insensé. Dans son propre pays, plus de 200 000 personnes ont perdu la vie. C'est une maladie qui est très dangereuse. Donc, c'est à ces médecins autour des gouvernants de prendre leurs responsabilités, de dire non, assez, on s'assume pour dire que c'est une maladie très grave et la perception qu'on doit de cette maladie, c'est quelque chose qu'on doit prendre très au sérieux. Mais dans ce cas, quand un président fait une déclaration, qu'est-ce que les médecins peuvent dire? Mais il a des médecins autour de lui. Il y a des médecins ici au niveau de l'Ontario. Mais il avait des médecins. Moi, je l'ai vu quand il sortait de l'hôpital pour aller dans son hélicoptère. Donc, sûrement, il était en réunion avec ses médecins. On lui a dit ce qui s'était passé, qu'est-ce qu'on lui avait administré, le risque et tout. Donc, je ne sais pas si la faute est vraiment au médecin. Parce que, bon, il est responsable de ses propos, hein. Il est, comme je disais avant, il est le boss, il doit prendre une décision. Par rapport à une décision éclairée que lui trouve que c'est éclairé par rapport à l'information qu'il a. S'il a écouté ou pas, c'est lui le responsable. Et comme je lisais quelque part, quelqu'un disait nous sommes libres de nos choix, mais nous ne sommes pas libres des conséquences qui viennent avec. Alors, docteur Aimé, maintenant, comme nous ne sommes pas totalement reconfinés, donc il y a le gouvernement qui est aussi en train de voir, on ne peut pas tout fermer non plus parce qu'il y a eu quand même des dégâts, comme tu venais de le dire. Il y a eu des dégâts psychologiques, financiers, et on espère qu'on ne va pas forcément retourner comme c'était au mois de mars et avril. Donc, en ce moment, alors, qu'est-ce que tu peux dire à tous nos amis qui nous suivent en ce moment? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Quel genre de comportement ils peuvent afficher? Merci Dali, je pense que tu as bien résumé la chose. Ce que je dirais, avant que je ne parle de ce qu'ils doivent faire, c'est parce qu'ils connaissent, mais c'est seulement de rappeler ceci. Les feux de signalisation, qu'au Québec on appelle les lumières, sont une contrainte dans la circulation. Personne n'a jamais aimé attendre au feu. Je dis bien personne n'a jamais aimé attendre au feu. Mais pourtant, c'est une contrainte, mais on les respecte. Pourquoi on les respecte? Parce que si on ne respecte pas un feu de signalisation, il y a risque d'accident. Et pourtant, c'est une contrainte. Les feux de signalisation nous privent de notre liberté d'accélérer, de passer et tout. Mais c'est une contrainte utile que les gens comprennent. Lorsque quelqu'un passe au rouge, on lui donne un ticket et on lui enlève des points dans le permis. Parce que s'il ne fait pas ça, il met tout le monde à risque. En danger. C'est pareil aussi, ce que je pouvais dire. Actuellement, les mesures qui sont prises, comme je disais, on les prend de manière étapiste, juste parce qu'on est conscient qu'on ne peut pas prendre ça de manière brute, tenant compte de tous ces facteurs dont nous venons
nous venons de citer, et que l'extrême confinement comme c'était demeure, pour que l'extrême confinement demeure l'exception et non pas la règle. Parce que, vous savez vous-même, si on vous habitue, l'habitude c'est quoi? C'est la facilité qu'on acquiert par la répétition. Si on nous habitue que chaque fois qu'il y a 10 cas, on ferme tout, chaque fois qu'il y a 10 cas, qu'est-ce qu'on fait? On n'a plus d'autres moyens de contraintes et les gens s'habituent, ils se disent, on sait que comme ça, on va fermer et puis lorsqu'on ferme, nous, on va faire ceci. On va se comporter d'une autre manière. Donc, je voulais dire que oui, les contraintes qu'on donne aux gens, les contraintes dont M. Dimitri est en train de dire, son souhait qu'on ferme tout, c'est des contraintes, c'est comme des feux de signalisation. Donc, si les gouvernants voient qu'on va au rouge complètement, il va utiliser cette mesure d'exception et tout fermer, comme on était avant. Mais on ne ferme pas pour faire du mal aux gens. On ferme, c'est exactement comme l'effet de signalisation. On ne donne pas des tickets pour faire du mal aux gens. C'est juste parce qu'on vous avait dit qu'il y a un feu rouge. Mais lorsque vous êtes passé au feu rouge, y a-t-il eu accident? Il n'y a pas eu accident. Mais vous n'allez pas demander, mais il n'y a pas eu accident, pourquoi vous me donnez un ticket? Non, parce que c'est une contrainte qu'on a mis. On vous donne un ticket parce que vous n'avez pas respecté. Donc, c'est presque exactement cela que les gens, maintenant, que les gens agissent en conséquence et en responsable. J'allais dire en anglais, I beg all peoples. Je les beg de respecter au minimum tout ce qui est demandé. Porter les masques lorsqu'il est faut. De respecter la distanciation. Ne considérez pas comme acquis que moi, je n'ai pas fait de la fièvre, vous, je suis bien. Ne considérez pas ça comme acquis. Si moi, je le respecte, M. Dimitri le respecte, Mme Dali le respecte, les autres personnes les respectent, on va déjà, juste par ces mesures-là, diminuer sensiblement le nombre de cas qui popent de partout. Et M. Dimitri va renvoyer ses enfants à l'école. Et les autres aussi vont voir que ça diminue. Parce que les mesures qui sont prises, si tout le monde les respecte, il n'y aura presque pas de transmission. Mais ça survient lorsque les gens... Parce qu'en fait, les mesures qui sont prises, c'est pour casser la chaîne de transmission. Mais si moi, à mon niveau, je ne casse pas la chaîne de transmission, ça veut dire qu'il y a un fond de transmission qui va rester. Donc, ça veut dire, Dimitri, tu dois arrêter de te fâcher parce que rester chez toi à la maison pendant le week-end d'Action des Grâces, tu es en train de contribuer à la baisse de contamination de la COVID, n'est-ce pas? Tout à fait. Mais moi, je rejoins simplement l'avis des médecins et infirmiers de l'Ontario qui ont partagé leur point de vue il y a quelques jours, enfin, il y a quelques semaines plutôt, pour dire que les mesures que le gouvernement était en train de prendre, c'était trop peu, trop tard. Donc, on aurait dû faire tout ça beaucoup plus tôt, mais je comprends qu'il y a tous ces aspects-là qu'il faut prendre en considération, comme l'a dit le docteur Kazadi, et je comprends tout à fait. Mais bon, ma prière, c'est que nous puissions en tout cas, chacun à son niveau en tout cas, avoir cette sensibilité de comprendre qu'on doit se protéger, éviter de sortir et faire tout pour ne pas exposer les autres, ne pas s'exposer à cette maladie. Alors, même ceux qui nous suivent en ce moment, si vous aussi, vous aviez la même attitude que Dimitri, être fâché, frustré parce que les gouvernants n'ont pas pris des décisions, mais chez vous, vous pouvez rester chez vous à la maison et respecter les mesures barrières. Ça va vraiment beaucoup aider. Si chacun de nous fait ça, donc on n'aura même pas besoin de fermer des bars et des salles de sport parce qu'il y a des gens qui vivent de ça. Ce sont des emplois qui vont être perdus comme ça et il y aura des gens qui seront sans emploi et ça va affecter la santé mentale comme nous l'a précisé, comme a expliqué Dr Aimé. Donc, ici, mais Dali, je voulais juste, pendant que tu en parles, parce que M. Dimitri avait parlé à un certain moment des bars. Oui. Les bars, je pense que les bars étaient comme pas ciblés, mais ce qui s'est passé lorsqu'on a déconfiné dans les bars, c'était juste
inacceptable. Ici, au moins, c'était peu. Ici, au moins, c'était pas grave. Mais est-ce que tu as vu les images venant de Kinshasa? C'était comme la grande fête, une grande célébration. C'est comme, oui, donc, en fait, comme si on avait gagné la Coupe du Monde. Les bars se sont mis juste sur la scène avec la lumière dessus. Les gens ont célébré comme s'il n'y avait rien. Mais pire encore, dans les bars, vous savez que dans les bars, il y a quoi? Il y a débit de boissons. Ne demande pas à une personne qui a déjà plus de consommation qui est recommandée de réfléchir que maintenant, je dois faire une geste barrière. Ah non. Non. C'est ça un peu. Ça veut dire on considérait en ce moment-là, c'est l'alcool qui dicte. Exactement. C'est pourquoi les bars se sont exposés déjà dès le départ, parce qu'on sait que dans les bars, il y a débit de boissons. Donc, on a trouvé dans des bars ici, par exemple au Canada, des gens qui dansaient comme d'habitude et qui s'embrassaient dans des bars. Ben, ils sont en couple? Non, pas en couple. Pas en couple. C'est en débit de boissons. Donc, vous ne pouvez même pas leur dire que ce que vous faites est mal, parce que c'est l'alcool qui parle. Donc, il y a eu cet aspect-là. Et l'autre exemple qu'on a dit à Paris, oui, je comprends que les restaurateurs, si moi aussi j'avais un PME, je me dirais que c'est très difficile. Je ne me mets pas à la place des gens qui ont des PME, c'est très, très difficile. Certains ont complètement fermé sans espoir d'être capables de réouvrir. Il y a beaucoup qui ont fait faillite. Mais les mesures devaient être prises par eux. Lorsqu'on a ouvert les restaurants à Paris, les gens ont repris les activités et les comportements comme si on ne venait même pas d'un confinement. C'est ces images-là qui... Oui, mais c'est partout. Mais il faut aussi cibler les églises. Il faut aussi cibler les églises parce que moi, je donne un exemple personnel que j'ai vécu il y a quelques semaines. Je rencontre une personne que je n'ai pas vue il y a moins de 2-3 mois. Je lui fais comprendre qu'à cause du confinement et à cause des mesures de distanciation, on ne pourra pas malheureusement, en tout cas, du moins, faire des accolades. Oui. Voilà. La personne a commencé à pleurer. La personne a dit, mais quel froid! Comment est-ce que je peux être aussi froid par rapport à elle? Donc, ça posait un problème. C'est devenu un drame. Il fallait absolument qu'on puisse l'embrasser parce qu'autrement, c'était un drame psychologique qui allait se créer. Alors, je dis, ça, c'est au niveau de l'église. Alors, ce qui se passe dans les bars, il faut être conséquent. Ça se passe dans les églises. Les gens pleurent parce qu'ils veulent avoir la chaleur humaine. Et si on ne leur donne pas ça, ils ont l'impression qu'ils ont été frustrés. Alors. Mon Dieu. Je comprends parfaitement ce que tu es en train de dire, M. Dimitri. C'est que, en fait, la responsabilité, c'est tout le monde qui sait qu'il a une activité permise, qui fait rencontrer les gens, respecte à la lettre ce qui est demandé. C'est seulement ça. Si on dit que, on donne un chiffre, on dit que durant cette période, dans une zone, par exemple, qui est rouge, qui est dans la maison, pas plus de 2 familles venant de des bulles différentes, que les gens respectent. Si on dit pour les églises, il faut qu'il y ait 50 personnes, par exemple, et qu'on respecte les distances, et qu'on respecte l'hygiène des mains, et qu'on respecte, que les gens respectent tout simplement. Parce que si on les respecte, on ne met pas les autres dans les troubles. Parce qu'on a même constaté... On a même constaté qu'on avait fermé les églises. Alors, il y a des pasteurs qui disaient que non, c'était des mauvais esprits, et on devait prier pour ça, parce que c'est les diables qui s'est levé contre l'église. Il faut qu'on se lève et on doit prier. Et bon, et si maintenant, là, ils ne respectent pas les mesures barrières, et si les églises, si les gouverneurs, oui. Les dirigeants arrivent à fermer aussi les églises, ben, ça sera... Je ne sais pas s'ils vont encore dire que c'est les diables, parce qu'ils vont constater qu'il n'y a pas respect de mesures barrières. Et bon, ils seront obligés de fermer. J'ai entendu d'une connaissance que je connais qui est à Montréal, qui m'a dit qu'ils ont eu ces derniers temps des policiers à la sortie de l'église, des policiers qui surveillaient. Ah, voilà. Voilà. Donc, je pense qu'en tant que chrétien, les pasteurs,
les chrétiens ou tous ceux qui vont dans un endroit pour prier, les musulmans, les juifs, doivent servir d'exemple. Doivent servir d'exemple. Parce que vous pouvez pas être là en train de prêcher la bonne nouvelle et chez vous, dans l'église, dans vos assemblées, vous ne respectez pas les mesures barrières. Alors ne pleurez pas si après, Doug Ford vient dire que voilà, on va tout fermer. Même les églises vont fermer, alors ne pleurez pas après. Parce que vous êtes responsable de cette décision. Exactement. Alors il faut assumer. Tout gestionnaire d'un lieu de culte, gestionnaire d'une entreprise, gestionnaire d'un restaurant, gestionnaire de toute activité, comme je disais, où les gens se rencontrent, tout gestionnaire doit monter sa vigilance d'un cran que d'habitude et faire à ce que toutes les personnes qui fréquentent les lieux puissent respecter ce qui est recommandé. 1, on va moins transmettre la maladie. 2, on ne se fera pas ficher. Je donne un exemple. Si on sait que Aimé a une entreprise qui engage 5 personnes et qu'il a une clientèle qui vient et que personne de ses clients ne respecte, si les policiers viennent là une fois, ça veut dire qu'ils m'ont déjà mis sur une liste. À ce moment-là, ça devient difficile. À n'importe quelle occasion, on peut bien fermer et me donner un ticket. Voilà, nous avons des amis. C'est vraiment une longue conversation ici, hein? Oh là là, ok, allez-y. Nos amis qui sont en train de donner leur point de vue sur YouTube, ici, dans les commentaires. Voilà, je vais essayer de le lire. Voilà, il y a Pessi qui dit Fleurby, j'ai eu le Covid. Les neveux de maman en Afrique du Sud, États-Unis et en Suisse l'ont aussi attrapé et son frère et sa belle-sœur à Kinshasa. Donc, la maladie existe. Voilà. Il y a Fleurby qui a même dit, oui, cette maladie existe. Pessi vient d'ajouter, Véry Mobembo, chez nous, on ferme les bars à 22 h. Le Covid-19 a des heures pour infecter. Je suis un peu confuse. C'est l'inquiétude d'une citoyenne qui vit à Londres. Je pense que pour la citoyenne, je ne connais pas le cas, mais j'essaierai de réfléchir en live maintenant, en disant que plus on est dans la journée, plus on a la capacité de contrôler. Et dans les bars, les débits des boissons, c'est souvent dans les heures tardives, plus que dans les heures un peu plus tôt. Et lorsqu'on ferme avant, la personne n'a pas encore eu le temps de prendre plus de mesures d'alcool. Donc, exact. Ça fait que ça ne se transmet pas plus à une heure qu'une autre. On essaie juste de minimiser tant soit peu par rapport aux éléments qu'on a et les possibilités qu'on a pour ne pas juste les fermer complètement. Comme on disait, les PME vont souffrir. Il y a Dondol qui nous écrit, qui nous suit à partir de Facebook, qui dit « Personnellement, je suis fatiguée. » Est-ce que tu peux le remettre? Fatiguée, oui. Elle dit « Personnellement, je suis fatiguée. Je travaille comme infirmière et on travaille... » Attends, il y a ma caméra qui me dérange un peu. Comme infirmière et on travaille dur, nuit et jour. Et certaines personnes font des soucis que pour l'économie. Restaurants et bars. Certains Africains ont honte de dire qu'ils ont le corona. Le corona. Il faut tout fermer, à commencer par les églises. Voilà, ça, c'est le point de vue de Dondol qui vient de nous le faire savoir. Voilà. Excellent point. Il y a Fleurby qui dit « Les centres commerciaux, personne ne respecte les 2 mètres. On risque de ne pas fêter Noël et Nouvel An. La police, si elle veut vraiment donner les tickets, eh bien, elle sait où aller. » Ça, le commentaire que je vais ajouter par rapport à ça, moi je suis médecin en médecine préventive. Donc, je dirais, si on veut prévenir qu'on ne passe pas Noël dans les mêmes conditions, agissons maintenant. Donc, c'est le moment. Respectons les mesures maintenant. Si nous voulons bien fêter Noël en famille, on va baisser, si on se comporte bien, tous les cas vont baisser et on va fêter Noël en famille.
Comme d'habitude. On peut fêter comme d'habitude, j'allais dire. Mais si... Je ne voudrais pas de prophète, en tout cas de malheur, mais je tiens à dire une chose, c'est que moi, je suis réaliste. Oui. Je sais que Noël et Nouvel An, ça se passera exactement comme ça. Les comme choses ne seront pas... il ne faudra pas se leurrer. Les gens... Moi, j'aime rassurer les gens, leur dire des choses comme... Moi, je ne parle pas comme un politicien, je dirais simplement que Noël et Thanksgiving, Noël et Nouvel An, vous serez à la maison, que vous le vouliez ou pas, vous serez à la maison. Donc, tu veux déjà que les gens soient préparés psychologiquement. Absolument, absolument. Okay. Parce que jusqu'à ce qu'il y ait un vaccin, jusqu'à ce qu'il y ait un vaccin qui soit accepté de tous encore. Qui soit accepté de ça tous. aussi, c'est un autre problème. Jusqu'à ce qu'il y ait un vaccin qui soit accepté de tous, on sera bloqué à la maison. Monsieur Dimitri, ce que moi je voulais ajouter, c'est que nous sommes au mois d'octobre, presque mi-octobre. Novembre, décembre, jusqu'à Noël, il y a encore plus de 60 jours. Ça veut dire, ce que je voulais faire comprendre, c'est que si nous respectons dès maintenant les choses comme elles doivent se faire, distanciation, port de masque, sortir pour ce qui est essentiel, respecter ce qui est dit, nous pouvons changer la vapeur pour que 60 jours après, qu'on nous permette de sortir. Ça veut dire que c'est encore possible. On n'est pas à une semaine de Noël là. Donc, ce que je voulais dire, c'est que si nous agissons maintenant, il y a possibilité. Mais je suis d'accord avec toi. Si nous continuons à agir comme nous agissons maintenant, on risque de rater Nouvel An. On sera à la maison. Oui, on sera à la maison. On sera à la maison. Ah oui, ah oui. Voilà. Nous continuons avec les commentaires. Fleurby qui ajoute, je pense qu'avec cette façon de faire, j'espère que la police ne va pas aller très loin avec ça. Soyons prudents et respectons les mesures. Voilà, c'est ce que nous sommes en train de dire. Oui, oui. Absolument. Pessi qui dit, à Kin, il n'y a jamais vraiment eu le confinement. Et Véry qui ajoute, plusieurs infirmiers en France démissionnent. Docteur Scotty, Docteur Aimé Kaza dit ça aussi, c'est un problème sérieux. Il y a beaucoup de démissions dans ce domaine-là. Il y a beaucoup de démissions. Comme je vous dis, en fait, en réalité, pour la santé publique et pour les gestionnaires, ils voient aussi ça. Ça veut dire, dans leur décision, cette portion-là que la population ne voit pas, ou la population ne voit que fêter son Thanksgiving, les dirigeants voient aussi ça. Ça veut dire qu'il y a eu une portion des travailleurs qui a juste été en burn-out. Donc, s'il y a une portion de travailleurs qui ont été en burn-out, qui démissionnent, donc on ne peut pas faire les choses pour que ces personnes-là, pour qu'on les écrase encore complètement. Donc, les choses doivent être faites pour que ces personnes-là récupèrent et reviennent à leur fonctionnement normal. Donc, ça, c'est aussi un élément qui vient complexifier la prise de décision. OK. Il y a Pessi qui dit, je profite pour dire bonjour à Yadimi. Un bonjour de la part de Pessi pour Yadimi. Bonjour, bonsoir pour vous qui êtes, j'imagine, en Afrique. Alors, il y a Fleurby qui dit, je suis avec toi, monsieur Dimitri. Donc, tu as quand même des gens qui partagent ton point de vue. Hein? Voilà. Encore une fois, Covid-19, je ne sais pas quand est-ce qu'on va arrêter de parler de ça. Mais tant 2021. Tant que la maladie est encore là, nous allons continuer d'en parler. Nous allons continuer de voir qu'est-ce qui se passe dans nos vies, dans nos villes, dans les pays où nous habitons, parce que tout le monde est concerné. Alors, nos amis qui sont sur YouTube, j'attends vos pouces. Vous qui avez contribué, qui avez donné vos avis, vos points de vue. Si vous pouvez like notre vidéo, ça va nous faire énormément plaisir. Et si vous êtes ici pour la première fois, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer la cloche qui est juste à côté pour ne pas manquer de notifications chaque fois que nous mettons des annonces, que nous avons des lives, que nous avons des nouvelles vidéos ici sur notre chaîne. Alors, partagez le lien, partagez aux gens
que vous connaissez dans vos réseaux, partagez, ça nous fera énormément du bien. Voilà. Dimitri, nous allons nous séparer. Un dernier mot, tu as 30 secondes. Non, merci. Merci pour l'émission, merci pour l'opportunité. J'attends que nous puissions encore avoir une autre opportunité d'en parler d'ici les prochains jours. Merci pour l'émission. Pour ou contre reconfinement? Pour le confinement, ça va de soi. Je suis réaliste. Docteur Aimé, pour ou contre confinement? Tu sais que je ne peux pas répondre oui ou non. Moi, c'est comme Dimitri disait, c'est par rapport aux données. Ah oui. Si ça augmente extrêmement et que ça rentre dans les conditions pour les confinements, oui, on confinera, mais je veux et je souhaite que les personnes respectent le tout pour qu'on n'en arrive pas là. Alors moi, je vais ajouter, je vais reprendre ce que le docteur Aimé a dit tantôt là. Si vous espérez vraiment fêter le nouvel an, comme d'habitude, en famille, avec des amis, commençons à préparer la fin de l'année, le nouvel an, aujourd'hui. Commençons à le préparer aujourd'hui avec des gestes responsables en respectant des mesures barrières. Voilà. Merci beaucoup, Dimitri. Merci beaucoup, docteur Aimé. Merci, Dali. Et merci à tous nos amis qui ont suivi sur Facebook, à nos amis qui nous suivent aussi sur YouTube. Merci pour le temps que vous nous avez accordé. Merci, vous étiez nombreux à vous connecter. Ça nous a fait énormément plaisir. Alors, je vous revois prochainement pour un autre numéro de Dahlia Show. Et si vous voulez participer, comme ont participé Dimitri et Dr Aimé, vous n'avez qu'à nous faire signe et vous allez participer à l'émission par vidéo. Merci beaucoup à tous nos amis qui ont commenté. Merci à tous ceux qui ont partagé le lien. Je vous retrouve bientôt. Prenez bien soin de vous. Et encore une fois, bonne fête d'Action des Grâces à tous les Canadiens. Merci et au revoir.